Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue. Nous sommes ravis d'être là avec vous en ce dimanche après-midi. J'espère que votre festival se passe bien. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une table ronde intitulée « L'aménagement des quartiers rouges ». Donc je suis aujourd'hui en très bonne compagnie avec Raymond Séché, ici à ma gauche, géographe, et Jean-François Stazac, ici, géographe aussi, et moi-même, Juliette Roguet, qui suis sociologue. Donc, bienvenue à cette séance. Nous allons vous parler des quartiers rouges, mais pas seulement, n'est-ce pas? Alors, on est très content d'être là, mais à une petite réserve près. Je prends la parole en premier, qui est la suivante. On a décidé de dynamiser un peu la table ronde, et donc on fait des petits happenings. Là, c'est le happening « Je ne suis pas content » que je vais vous faire. Alors, c'est un scandale. C'est un scandale. Pourquoi? Je suis évidemment très heureux, on est tous les trois, ou toutes les trois, très heureux qu'il y ait une table ronde sur le travail du sexe. C'est pas souvent qu'en géographie, on accepte d'en parler. C'est pas souvent qu'au festival de Saint-Dié, la question de la prostitution soit évoquée. Et il se trouve que c'est quand on fait un festival qui porte sur le corps. Et la première question qu'on peut se poser, c'est quoi le rapport? Les travailleuses du sexe, on me dira, elles travaillent avec leur corps. Ah ok, mais nous aussi on travaille avec notre corps. On travaille avec nos doigts, on travaille avec notre bouche, tout notre corps est engagé dans notre métier. Les travailleuses du sexe, elles travaillent aussi avec leur corps, mais pas plus, pas moins que n'importe quel autre métier. Simplement, ce n'est pas forcément les mêmes parties de leur corps dont elles se servent pour leur travail. Et puis ma deuxième remarque, c'est de dire, le travail du sexe, ce n'est pas qu'un travail du corps. Loin de là, c'est beaucoup plus que ça. Si c'était aussi simple, mais c'est aussi un travail qui est un travail social, qui est un travail émotionnel. Et dans la prestation du service prostitutionnel, il y a beaucoup plus que le corps qui est engagé. C'est très réducteur de penser qu'il n'y a que le corps qui est engagé dans un rapport sexuel, même quand c'est avec une travailleuse du sexe. Le problème d'assimiler la prostitution et le corps, c'est qu'une fois de plus, on va réduire les travailleuses du sexe à leur corps, comme si elles n'étaient qu'un corps, comme au fond si elles n'étaient pas des personnes. Et c'est là vraiment ce qu'on appelle le stigmate de la putain, c'est-à-dire c'est le fait de réduire des femmes ou des hommes qui travaillent à donner un service sexuel à un corps et un corps déchu parce qu'il est engagé dans une sexualité qui est une sexualité monnayée. Et donc on est très content d'être là, très content de pouvoir parler de ce sujet, mais avec un petit bémol, c'est que déjà si on part du principe que la question, quand on parle de travail du sexe, c'est d'abord et avant tout celle du corps, c'est mal parti. La question est déjà posée dans des termes qui ne sont pas forcément les meilleurs, parce que ce sont des personnes, hein, ce ne sont pas des corps. Et puis notre deuxième petite réserve, c'est que on parle de l'aménagement des quartiers rouges pour parler, alors le quartier rouge, quartier réservé, c'est des mots qui sont un peu synonymes et qui sont une façon un euphémisme hein, pour dire des quartiers de prostitution. Et c'est vrai que pendant longtemps, et puis encore aujourd'hui, dans de nombreuses villes, il y a des quartiers réservés à l'industrie du sexe. C'est donc des quartiers où vous allez trouver la majeure partie des travailleurs ou des travailleuses du sexe de la ville, vous allez y trouver des sex shops, vous allez y trouver des pipe shows, vous allez y trouver une concentration, on va dire, de l'industrie ou du commerce du sexe. Un cluster, pour faire mot à la mode. Oui, un cluster sexuel. Cette concentration, elle peut exister pour plein de raisons différentes. Je pense que Raymond en parlera tout à l'heure. C'est à la fois des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons juridiques. Mais ce n'est pas la seule forme spatiale de prostitution. En fait, l'exercice de l'industrie du sexe, l'exercice du commerce du sexe, il peut prendre plein de formes spatiales différentes. La plus visible, c'est celle des quartiers rouges, mais il y en a d'autres. Et donc, tout comme ce qui est plus visible, c'est le corps des travailleuses du sexe, ce qui est le plus visible, c'est les quartiers rouges, mais les formes spatiales et le travail du sexe, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, pour résoudre cette frustration, on s'est autorisé à déborder largement du propos, et donc on ne vous parlera pas que des quartiers rouges, on vous parlera aussi de d'autres formes d'organisation de l'espace du travail du sexe. Très bien, merci beaucoup pour ce
Coup de gueule très bien amené, n'est-ce pas? Je vais passer à la présentation. Donc là, j'ai mis une petite photo aussi d'une plage qui s'appelle Saly au Sénégal pour aussi un petit peu changer la représentation qu'on peut avoir des quartiers où il y a effectivement du travail du sexe. Ah oui, pardon, excusez-moi. Hop, voilà, qui est d'une qualité excellente, comme vous pouvez le voir. Passons à la petite présentation. Donc, je vais vous présenter Raymond Séché, qui est professeur émérite de géographie à l'université de Rennes 2, donc plutôt dans une approche de géographie sociale, et qui a traité des questions autour du corps, de la pauvreté, des politiques de lutte contre la pauvreté, de la santé, de la prostitution évidemment, et de la géographie féministe. Alors je ne sais pas si Raymond, tu veux ajouter quelque chose? Pour dire que le corps et les corps ont toujours été présents dans mes travaux de recherche et que l'un des enjeux, c'est bien de faire reconnaître aussi l'importance de questions comme celle du travail du sexe et de la prostitution dans nos disciplines respectives, mais là où autant ça pouvait aller de soi pour la sociologie ou l'anthropologie, autant pendant longtemps ça n'est pas allé de soi pour la géographie. Et nous sommes d'accord, je pense, Jean-François Stasac et moi-même, pour dire qu'il n'y a pas d'objet illégitime dès lors que ça se passe toujours dans l'espace et avec les espaces, et que c'est bien l'enjeu de la table ronde d'aujourd'hui, c'est bien de souligner ces formes spatiales associées à la prostitution et les prestations sexuelles tarifées. Très bien. Alors maintenant, je présente Jean-François Stasac, qui est professeur de géographie à l'Université de Genève, cette fois-ci plutôt dans une approche de géographie culturelle, et qui, Jean-François, a beaucoup travaillé sur le tourisme sexuel, le corps, l'exotisme, l'imaginaire de l'exotisme, le travail du sexe et la prostitution coloniale. Voilà. Juste, j'ajoutais deux petites choses. Le premier point, c'est que spontanément, Raymond s'est rattaché à la géographie sociale. Moi, spontanément, par habitude et par formation, je me suis rattaché à la géographie culturelle. Mais je crois qu'on est arrivé aussi à un moment en géographie où ces distinctions n'ont plus beaucoup de sens. Et géographie sociale, géographie politique, géographie culturelle, je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Et c'est une bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est que... alors moi, j'ai pas du tout toujours travaillé sur le corps, j'y suis venu un peu sur le tard. Et pour ce qui est du travail du sexe, je ressens le besoin un peu de dire pourquoi j'en suis venu à travailler sur ce genre de sujet, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un soupçon de voyeurisme ou de curiosité malsaine à propos de nous qui travaillons sur ces sujets, puis à propos de vous qui êtes venus assister à cette conférence, dire pourquoi quand on parle de ce genre de sujet, ben, ça entraîne effectivement toujours un vague doute. Hein. Est-ce qu'on est des vieux cochons voilà. Alors pourquoi j'en suis venu à travailler sur le sujet? Moi, c'est parce que je travaillais sur l'exotisme et puis le lien entre l'exotisme et l'érotisme. Et ça m'a amené à déconstruire des imaginaires. Donc j'ai travaillé sur la peinture, le cinéma, la photographie, etc. Et puis je me rendais compte qu'il y avait quand même un problème, c'est que je prétendais que ces imaginaires étaient toxiques, qu'ils posaient des problèmes, qu'ils avaient des conséquences, mais je n'avais jamais vraiment travaillé sur ces conséquences elles-mêmes, c'est-à-dire sur qu'est-ce que ça a comme résultat, le fait que dans l'imaginaire colonial, on ait tel fantasme sur la femme asiatique ou tel fantasme sur la femme marocaine. Et évidemment, là où je pouvais trouver une réponse, c'était dans la prostitution coloniale, d'une part, mais ça c'est de l'histoire, donc les géographes, on est censé parler un peu du présent, mais c'était dans ce qui est l'héritage de la prostitution coloniale, c'est-à-dire le tourisme sexuel. Et donc c'est pour ça que j'en suis venu à travailler sur le travail du sexe, c'était pour montrer comment l'imaginaire s'incarne, comment les rêves des colons, les rêves des touristes deviennent les cauchemars des hommes et des femmes qui travaillent dans les quartiers réservés. Et puis toi, Juliette ? Alors moi, je travaille sur une toute autre forme d'échange économico-sexuel. Donc moi, je travaille au Pérou. J'ai fait une thèse en sociologie et je travaille sur les séducteurs professionnels de touristes dans l'espace touristique au Pérou. Et pourquoi j'ai été amenée à travailler sur ce type d'échange ? C'est un peu,
un chemin similaire, c'est que j'ai d'abord commencé à m'interroger sur le néo-indianisme au Pérou, c'est-à-dire les formes de mise en scène de l'exotisme au Pérou, dans l'espace touristique. Et parmi ce champ du néo-indianisme, il y avait ces jeunes hommes qui mettent en scène l'exotisme attendu par les touristes et dont le métier est de séduire des femmes touristes. Et du coup, j'ai été amenée à travailler sur ces échanges à partir d'une sociologie du tourisme et du néo-indianisme. Et j'ai été aussi amenée à travailler sur ces échanges d'un tout autre point de vue, parce que pour le coup, moi, je fais partie de mon objet d'étude, en tout cas d'une partie de mon objet d'étude, parce qu'il y a deux groupes dans l'objet qui m'intéresse. Il y a les séducteurs professionnels de touristes, et puis il y a les touristes qui sont des jeunes femmes blanches, européennes ou nord-américaines, et qui ont un profil socio-économique tout à fait similaire au mien. Donc je fais moi-même partie de mon objet d'étude. Donc on pourra certainement en reparler plus tard, mais qui travaille sur ces objets-là, on va pas du tout avoir la même approche, Jean-François et moi par exemple, de nos sujets. Mais je fais aussi partie de mon objet d'étude, hein, c'est-à-dire que quand je vais au Maroc travailler sur l'histoire de la prostitution, je suis aussi un homme blanc qui a des moyens, et potentiellement je suis aussi un touriste sexuel, et je peux être aussi frappé par la beauté de quelqu'un, je peux être tenté peut-être par la beauté de quelqu'un, et donc moi la position dans laquelle je me mets, et je pense qu'elle est saine épistémologiquement, c'est de ne pas penser que le touriste sexuel c'est l'autre. En fait, je veux partir du principe que nous sommes tous des touristes sexuels potentiels. Ça peut arriver à tout le monde. Et partir de ce principe-là, je trouve que c'est une façon plus saine de procéder, plutôt que de penser que ce sont des horreurs commises par les autres qui ne nous concernent pas. Et c'est vrai aussi que dans le regard des travailleuses du sexe au Maroc ou à Bangkok, je suis un client potentiel, bien sûr. Et donc, je fais partie de cette histoire, on ne peut pas s'en exclure. On ne peut pas s'en exclure du tout, et le rôle de chercheurs en sociologie ou en anthropologie n'empêche pas le fait de nous-mêmes être pris dans les rapports sociaux qu'on essaye de comprendre. Donc on a beau les analyser et essayer de les décortiquer, le fait est qu'une fois qu'on est sur place, on participe d'une façon ou d'une autre à ce qu'on est en train d'étudier indirectement. Alors on va passer à la suite, ou Raymond? Non, c'est bon. Alors, pour poursuivre, on voulait commencer par distinguer un petit peu des termes qui sont très souvent utilisés. Donc, il y a une distinction qui doit être... Ah, pardon. Il y a une distinction qui peut être faite entre trois termes que l'on utilise souvent dans nos travaux, donc prostitution, travail du sexe et échange économico-sexuel. Donc, qu'est-ce que veulent dire ces mots, ces termes? Ils sont plus ou moins utilisés en fonction des disciplines, des perspectives. Donc, pour commencer, le terme prostitution, donc, si on voulait le définir, il y a des définitions très simples. On peut revenir sur une définition que donne Elsa Dorlin dans un article qui s'appelle « Les putes sont des hommes comme les autres », qui définit très simplement la prostitution comme l'offre de services sexuels moyennant finance, ou Gail Peterson qui définit l'échange de la prostitution comme un échange de services sexuels contre une compensation financière ou matérielle. Donc ça, c'est une définition extrêmement simple qui essaye de se départir de toutes les représentations et de tous les stigmates. Mais c'est pas parce qu'on part de cette définition très simple que le terme en lui-même se défait de toute cette pollution des représentations que nous pouvons avoir quand on évoque ce terme-là. Donc c'est un terme qui peut être problématique. Pourquoi c'est problématique de parler de prostitution ? En tout cas, pourquoi ça peut-être empêcher de penser correctement, puisque le terme prostitution, il charrie de nombreux stigmates qui
et donc du coup il évoque de nombreux stéréotypes. En fait, quand on pense prostitution, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des images qui nous viennent en tête, et toutes ces images, toutes ces représentations qui sont souvent très stigmatisantes, voire discriminantes, elles polluent un petit peu notre capacité à réfléchir ce qui se passe dans ces pratiques de prostitutionnelles. Et donc du coup c'est un terme assez lourd en fait, qui est assez pesant et qui mérite, qui est difficile. Enfin, c'est assez difficile de se défaire de tous ces stéréotypes. Et c'est aussi surtout un terme qui a été imposé et qui n'est pas, qui a été imposé et qui sert à stigmatiser, à contraindre, à sanctionner légalement ou socialement. Donc en fait, il y a un petit problème avec ce terme de prostitution. On peut l'utiliser, mais peut-être que pour penser les choses, et en tout cas, ce qui est le plus problématique, c'est que les personnes directement concernées ne sont pas toujours d'accord avec ce terme-là, en fait. Et que Raymond Séché va en parler plus tard. Je voulais l'évoquer, mais je pense que ce sera plus intéressant de le faire plus tard. Mais les personnes directement concernées, donc les prostituées, préfèrent ou ont préféré pour certains et certaines d'entre eux le terme de travailleuses et travailleurs du sexe. On reviendra un peu plus tard de pourquoi c'est utile de proposer une autre catégorie pour penser la prostitution. Mais on peut faire aussi un autre effort intellectuel pour repenser la question de la prostitution. C'est essayer de repenser le rapport entre la sexualité et l'argent, pour réfléchir autrement à la catégorie de prostitution. C'est-à-dire qu'on a toujours peut-être l'habitude de penser que la sexualité, l'émotion, l'affect est une sphère séparée de la sphère marchande et de la sphère économique. Et en fait, il y a plusieurs sociologues et d'autres qui ont pensé qu'il serait peut-être plus pertinent, pour comprendre mieux les relations sociales, de penser ces deux sphères conjointement. Il y a par exemple une sociologue qui s'appelle Viviana Zelitzer, qui explique que pour comprendre peut-être mieux certaines relations sociales, il est nécessaire de penser conjointement les relations intimes et les transactions économiques. Il ne faut pas les penser de façon séparée, que la sphère de l'affectivité et de la solidarité ne doit pas être séparée de celle du calcul et de la recherche de l'efficacité. Donc ça, c'est important pour commencer à faire un pas de côté et déconstruire un petit peu la catégorie de prostitution. On va essayer de penser conjointement les échanges économiques et les échanges affectifs. Du coup, ce qui nous mène à... Pardon, je vais le faire pendant toute la séance. Ce qui nous amène à un concept qui s'appelle le concept du continuum de l'échange économico-sexuel, qui a été forgé par une ethnologue italienne qui s'appelle Paola Tabet et qui a été repris depuis par de nombreux chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ces questions-là. Et en fait, Paola Tabet propose ce concept car elle part du principe, après avoir comparé la sexualité et le rapport entre les hommes et les femmes dans de nombreuses sociétés différentes, que la sexualité est construite pour les femmes comme un service qu'elles rendent aux hommes, de façon évidemment, c'est évidemment socialement, c'est des comportements sexuels socialement construits, c'est pas du tout naturel ou inné, mais elle constate que la passivité des femmes impliquerait la nécessité d'une transaction économique, c'est-à-dire que dans de très nombreuses sociétés, les femmes négocient leur sexualité contre quelque chose, c'est-à-dire contre de l'argent, des cadeaux. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une boîte de chocolat, ça peut être une invitation au restaurant, ça peut être des verres payés, ça peut être tout un tas de choses. Mais Paola Tabet nous dit, l'idée est claire, la femme, au contraire, parce qu'elle n'est pas motivée par son désir propre, qu'elle n'est ni pensée ni pensable dans ce contexte comme un sujet de sa sexualité et des désirs, puisque c'est davantage un service qu'elle rend à l'homme, elle doit recevoir une contrepartie. Donc ça, c'est une analyse féministe. Et du coup, à partir de cette idée que la sexualité des femmes est toujours
plus ou moins directement négociés, elle pense qu'il y a un continuum entre, d'un côté, le mariage et de l'autre, la prostitution, et qu'il n'y a pas en fait de rupture entre ces deux pôles. C'est-à-dire que dans le mariage, la sexualité serait achetée de la même façon par le mari, sauf que la négociation n'est pas explicite, qu'il n'y a aucune négociation explicite et que, au contraire, la sexualité est... Enfin, je vais donner plus de détails après en utilisant une autre chercheuse qui s'appelle Colette Guillaumin, qui a aussi travaillé sur ces questions-là. Mais le mariage serait une forme d'appropriation de la sexualité qui n'est pas directement rétribuée et qui n'est pas négociable. Il y a donc, depuis ce pôle du mariage jusqu'à la prostitution, tout un ensemble de nuances sur ces échanges économico-sexuels où la sexualité des femmes est plus ou moins directement négociée. Et cette négociation plus ou moins directe va dépendre aussi des contraintes qui pèsent sur les acteurs ou les actrices. Et donc, elle pense que la prostitution est un pôle de ce continuum dans lequel les femmes, contrairement au mariage, peuvent devenir sujets de ces négociations. C'est-à-dire que dans le mariage et dans toutes les autres formes d'échanges économico-sexuels où la sexualité n'est pas ouvertement négociée, les femmes seraient objets de cette négociation, alors que les travailleuses du sexe pourraient redevenir sujets, car elles explicitent les termes de la négociation et elles maîtrisent l'échange. Cette posture est aussi partagée par Colette Guillaumin, qui pense que la prostitution permettrait aux femmes d'échapper à l'appropriation privée de leur corps et de ses produits dans le mariage. En fait, contrairement aux épouses qui travaillent gratuitement et qui offrent leurs services sexuels gratuitement, en tout cas sans négociation explicite, les prostituées se posent en partenaires et sujets de la transaction. Donc ça, c'est pour un petit peu déconstruire l'idée de la prostitution. Ça peut être pensé de façon extrêmement diverse. Et enfin, pour Gail Peterson, qui est une psychologue qui a travaillé sur la prostitution dans un livre qui s'appelle « Le prisme de la prostitution » et qui parle du stigmate de la putain évoqué par Jean-François tout à l'heure. Pour Gail Peterson, la prostitution, c'est un contexte social et la prostituée ou le prostitué est un rôle social. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les rôles sociaux dépendent du contexte, les rôles sociaux de prostituées dépendent du contexte social, culturel, économique de l'espace, c'est-à-dire des contraintes qui pèsent sur les différents acteurs. Donc on ne va pas devenir prostituée, on ne va pas jouer le rôle de la prostituée de la même façon si on est un homme et si on est une femme, si on est jeune, si on est vieux, si on est blanc, si on est racisé, si on est en France, si on est en ville, si on est à la campagne, si on est au Pérou ou si on est au Maroc ou si on est à Paris. Et donc le contexte va transformer les rôles sociaux, ce qui explique qu'il existe un continuum des échanges économico-sexuels dont les manifestations sont diverses et complexes, et ces manifestations diverses et complexes dépendent d'une infinité de facteurs et d'une infinité de variables socio-économiques, culturelles, géographiques, etc., que le terme de prostitution empêche un petit peu, invisibilise un petit peu. Voilà pour ma petite partie de définition, pour voir un petit peu que ce sont des notions complexes. Merci. Et je passe maintenant la parole à Raymonde pour parler des réglementations pour le commerce du sexe. Effectivement, et comme nous sommes au Festival international de géographie, je vais commencer par dire que les enjeux posés par la prostitution et le travail du sexe sont évidemment des enjeux spatiaux, des enjeux urbains, c'était la commande, les quartiers rouges, mais qui sont beaucoup plus que ça. Parler de prostitution, c'est aussi poser des enjeux d'ordre éthique, d'ordre moral, financier, puisqu'on a parlé de prestations tarifées, sanitaires aussi. Et donc derrière tout ça, il y a forcément des législations. Une intervention du politique, du pouvoir politique pour réglementer, régenter, régir, contrôler, contraindre,
etc. Donc des législations qui dépendent des contextes dominants dans une société à un moment donné. L'importance du moment donné et du contexte est importante. Je vais essayer de faire court mais clair en rappelant ce que sont les 3 grands courants en matière de prostitution. Le premier, c'est le prohibitionnisme. Prohiber, ça veut dire interdire. L'objectif, c'est d'interdire la prostitution. Au nom de quel principe ? Ça suppose parler de prohibition d'entrer par la dimension morale. Et comme il a été fait référence au mariage, effectivement, c'est interdire une sexualité en dehors du cadre du mariage, parce qu'on doit trouver au sein du ménage de quoi satisfaire ses besoins sexuels quand on est un homme. Et effectivement, quand on parle, ou dans les régimes prohibitionnistes, et qu'on pensait prostitution, c'était toujours dans une relation homme allant consommer une sexualité féminine, une prostituée. Et donc, pour interdire la prostitution, il fallait pénaliser, mais en s'attaquant aux 3 éléments de la prostitution, comme s'il y avait un système prostitutionnel avec, bien sûr, des prostituées, qui dans ce modèle étaient des prostituées, des clients, mais aussi des entrepreneurs, des souteneurs. Même si, dans la réalité, le plus simple à pénaliser, c'était les prostituées elles-mêmes. Dans la réalité, ce sont elles qui étaient les premières à être inquiétées. Où ces régimes prohibitionnistes ont-ils été les plus en vigueur ? Et sur quelle base ? On sent derrière, évidemment, l'influence religieuse, le respect d'un modèle familial, d'un ordre moral. Et puis, à l'autre extrême, même si dans l'histoire des religions, dans un temps lointain, la prostitution pouvait avoir une dimension sacrée, ça existe encore plus ou moins dans certains courants hindouistes. Mais globalement, même si la sexualité était un sujet tabou dans les religions, la prostitution, aujourd'hui, elle est la prohibition, elle est plus marquée dans les courants puritains ou dans l'islam. Mais à un autre bord, dans les pays où a dominé le matérialisme historique, la prostitution était également, d'une certaine manière, condamnée. C'est le régime qui a été en vigueur en Union soviétique et dans les pays d'Europe de l'Est. On reviendra peut-être sur ces questions et comment ça a évolué. Mais ce régime de la prohibition, il avait pour conséquence de renvoyer la prostitution dans la clandestinité. Toute mesure répressive, il faut bien le voir, contribue à détériorer les conditions de l'exercice prostitutionnel, à renvoyer dans la clandestinité. La clandestinité, d'une certaine manière, a criminalisé les prostituées. Le deuxième régime juridique, c'est le réglementarisme. Donc des pays dans lesquels la prostitution est aussi moralement condamnée, humainement aussi, c'est-à-dire qu'on porte un peu plus d'attention à la personne prostituée, parce qu'on la considère, cette prostitution, comme inévitable. Inévitable, pour diverses raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, et donc comme elle est inévitable, il faut en réglementer l'exercice, l'encadrer, et notamment l'encadrer pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Raisons sanitaires, la crainte de la diffusion des maladies sexuellement transmissibles, par exemple. La sécurité, quartier rouge, concentration, cluster, égale risque, mélange entre prostitution, trafic, délinquance, etc.
Donc les contrôles, ils sont à la fois sanitaires et policiers. Vous avez sûrement lu des polars qui font référence aux prostituées et aux souteneurs comme indique, source de renseignements, et avec des policiers qui peuvent être des deux côtés à la fois. Ce réglementarisme, il s'est mis en vigueur, il s'est développé à partir du 19e siècle. Ça a été le cas en France avec le développement des maisons closes comme lieu pour faciliter le contrôle médical et policier. Et pour faciliter le contrôle médical et policier, la meilleure façon, c'était de rapprocher les établissements dans l'espace, de faciliter finalement la rencontre entre consommateurs et clients, et donc de faciliter, d'expliquer la mise en place de ces quartiers rouges comme forme urbaine spécifique. Alors, le réglementarisme, il revient d'une certaine manière à reconnaître la prostitution, partant du principe qu'il faut répondre à des besoins de sexualité masculine, soit pour des hommes qui ne peuvent pas maîtriser leur sexualité, soit qui ne peuvent pas rencontrer des femmes en dehors du cadre prostitutionnel. On associe souvent dans ce cas-là prostitution et la question de réponse aux besoins de personnes, d'hommes en situation de handicap. Mais au-delà de reconnaître la prostitution, ça revient aussi à officialiser le proxénétisme, parce que ces patrons de boîtes, ce sont des proxénètes, des marchands, des commerçants, des entrepreneurs qui ont pour objectif de gagner de l'argent, donc faire du profit en exploitant de manière marchande des corps. D'où des expressions comme la traite des blanches. Alors, les réglementations, les législations dans ce domaine ont évolué au cours des 15-20 dernières années. Je vais juste m'arrêter aux pays voisins. Belgique, je prends quelques pays sur lesquels je vais revenir après. La Belgique, avec l'assouplissement de la réglementation à l'égard des proxénètes et le développement du proxénétisme hôtelier, qui a joué très fortement quand Berlin a accueilli, je crois, la Coupe du Monde de foot. Les grands rassemblements sportifs étant des grands moments pour les bonnes affaires dans les lieux de commerce du sexe. 2002, l'Allemagne, avec finalement la loi sur la prostitution, qui est vraiment une reconnaissance, une officialisation des eros santer, qui mettent en vitrine, en quelque sorte, les femmes, et des femmes qui sont supposées consentantes. C'est important pour la suite. Hier, j'ai participé ici dans cette salle à une conférence sur la violence, et justement, il était fait référence, la présidente d'Amnesty International faisait référence à cette situation, et qui voilà, des pays qui, d'une certaine manière, sont des pays de tourisme sexuel à l'occasion de grands événements sportifs comme cela. Parce que tu vas en parler tout à l'heure. Bon, voilà, hein. Bon, parce que tu as dit que tu étais aussi potentiellement impliqué. Donc, je te renvoie la balle. Alors, ce réglementarisme, il a évolué avec l'émergence de ce qu'on appelle maintenant le néo-réglementarisme, qui, donc, de mobilisation de prostituées qui se revendiquent en tant que travailleurs et travailleuses du sexe, avec un objectif, finalement, hein, en dehors de la reconnaissance, c'est l'accès à des droits sociaux aussi, hein, puisqu'il a été fait référence à géographie sociale, géographie culturelle, même si je partage le fait que, fort heureusement, aujourd'hui, nous faisons tous une géographie qui considère qu'il n'y a pas d'objet illégitime, mais quand même, je parle là des droits sociaux, le droit à la sécurité sociale quand on est travailleur indépendant, le droit à la retraite, le droit à des indemnités chômage, comme tout salarié, comme tout travailleur indépendant. Et donc, c'est aussi une manière de dire qu'il ne doit pas y avoir de criminalisation de ce travail du sexe. Et l'abolitionnisme, dernier courant, l'abolitionnisme, il s'oppose au prohibitionnisme. Des personnes prostituées qui sont considérées comme des victimes. Il ne faut pas et donc il ne faut pas pénaliser puisque elles sont victimes. Donc, contrairement à la prohibition qui commence par s'attaquer aux prostituées parce que elles sont plus faciles à atteindre que les souteneurs, qui par ailleurs peuvent être des relais du pouvoir policier. Là, au contraire, hein, on part de la prostituée
ou du prostitué comme victime et donc ne pas le pénaliser. L'objectif, c'est bien d'abolir les réglementations qui imposent des contrôles, qui imposent que ces contrôles soient hygiénistes ou policiers, partant du principe que toute réglementation aggrave la situation des prostituées, les renvoie dans des interstices ou dans des maisons closes. Donc ce sont des pays qui ne réglementent pas, qui ne répriment pas l'exercice de la prostitution, en théorie, hein, j'entends bien, mais quand même dans lesquels le proxénétisme est interdit. En France, on cite toujours comme référence de l'entrée dans ce modèle abolitionniste l'interdiction, la loi Marthe-Richard, qui ferme les maisons closes et qui met fin au fichage des prostituées. Ah zut, une source en moins pour le pouvoir policier. Bon, plus récemment, c'était aussi là les mobilisations contre les prostituées venues d'Europe de l'Est ou d'Afrique. Parce qu'on sait bien qu'en France, aujourd'hui, la très grande majorité des prostituées viennent d'origine, enfin, soit d'Europe de l'Est, soit d'autres continents. Alors là aussi, on a eu une évolution avec le néo-abolitionnisme. Et qui non, je voulais justement introduire là le travail du sexe. Donc je ne vais pas développer, mais justement quand même la revendication de l'autonomie, de l'autodétermination, de la protection, d'être soi-même décideur de sa situation dans le travail du sexe s'oppose aux autres réglementations. Et je mets cette diapositive en contraste avec la suivante, qui renvoie à un modèle réglementariste, celui de la Catalogne, avec des maisons closes et la Jonquera à la frontière entre l'Espagne et, enfin, la Catalogne, pardon, et la France. Et au moment du premier confinement, ces femmes qui étaient rémunérées, hébergées dans des établissements, elles ont immédiatement été mises à la porte. Parce que l'établissement ne pouvait plus fonctionner, il n'y avait plus de possibilité de gagner de l'argent, et ça a montré leur vulnérabilité totale. Donc ça a bien montré ce que entraînait ce régime du réglementarisme et par rapport au régime abolitionniste tel qu'il est en vigueur aujourd'hui, même si dans ses évolutions, il tend, et la dernière évolution, elle a été nette en France, avec la réglementation visant à poursuivre les clients, puisque à défaut de pouvoir continuer complètement anéantir, supprimer les souteneurs et les proxénètes, eh bien, on allait s'attaquer aux clients. Ce qui, d'une certaine manière, montre bien que même en régime abolitionniste, toute réglementation pousse dans des situations plus difficiles les travailleurs et les travailleuses du sexe. Merci beaucoup, Raymonde. Je passe la parole à Jean-François maintenant. Alors, quelques petites réactions à ce qui vient d'être dit. Peut-être le premier point, c'est quand même rappeler que, vous l'avez compris, tous les trois, ou toutes les trois, on est dans une position qui n'est pas une position morale par rapport au travail du sexe, et on considère que le travail du sexe est un travail comme un autre, et on a beaucoup de respect pour les travailleuses et les travailleurs du sexe qui font un métier qui est indispensable au bon fonctionnement de la société. Et cette position, elle tient aussi à de nombreux témoignages de travailleuses du sexe qui disent que c'est un métier qu'elles ont choisi, qu'elles exercent librement, et que le problème, c'est nous. Le problème, c'est la stigmatisation de ce métier. Et que le jour où on arrivera, quand on se promène avec nos enfants dans la rue, et que notre gamin nous demande qu'est-ce qu'elle fait la dame, on pourra lui répondre en le regardant droit dans les yeux, c'est une travailleuse du sexe, et que ça posera de problème à personne. C'est ce à quoi on devrait arriver. Mais cette position qui est la nôtre, c'est pas celle de tout le monde. C'est-à-dire, vous avez d'autres chercheurs, et même des chercheurs féministes, qui pensent que le travail du sexe n'est jamais acceptable, que même quand une femme dit qu'elle l'a librement choisi, qu'elle adore son métier et que c'est formidable, eh bien, en fait, c'est parce qu'elle a totalement intériorisé des formes d'aliénation et des formes de domination qui sont fondamentalement masculines. Donc, pour certains ou certaines chercheuses, la prostitution est forcément une violence. Ce n'est pas notre position, en tout cas.
Un deuxième point aussi que je voulais évoquer, c'est que la question de la place des travailleurs ou des travailleuses du sexe dans l'espace public dépasse l'enjeu du travail du sexe. En fait, c'est plus largement la place des femmes dans l'espace public, parce que toute femme dans l'espace public est susceptible d'être une putain, parce qu'elle n'est pas à sa place. La place d'une femme, c'est dans l'espace domestique. Un homme qui fait le trottoir, c'est un homme avec un marteau-piqueur. Une femme qui fait le trottoir, c'est autre chose. Dans le vocabulaire du 19e siècle, pour désigner une prostituée, on se sert d'un mot comme marcheuse, par exemple. Une marcheuse, c'est une prostituée. Pourquoi? Simplement parce qu'elle marche. Le fait de marcher dans la rue suffit à faire de vous une travailleuse du sexe, parce que vous n'avez rien à faire à marcher dans la rue. Et je pense à la loi en 2006, je crois, qui a été votée pour interdire le racolage passif. Le racolage actif était interdit en France. Donc si vous étiez une travailleuse du sexe, vous n'aviez pas le droit d'aborder quelqu'un en disant « chérie, tu montes, c'est temps », etc. Vous n'aviez pas le droit. Mais le racolage passif était autorisé, c'est-à-dire que vous disiez rien, mais votre attitude, votre vêtement disait assez clairement que vous étiez une travailleuse du sexe. Alors on a des images qui nous viennent en tête, une façon d'être habillé, une façon de se tenir contre le mur, de regarder les gens dans la rue, et puis effectivement, on reconnaît comme ça une travailleuse du sexe. Mais si on interdit le racolage passif, ça veut dire que la police va se promener dans les rues en regardant les femmes en se disant « celle-là, c'est une prostituée ou pas ?» d'après sa façon de se tenir, d'après sa façon de se comporter. Et effectivement, quand on est une femme, alors c'est du mansplaining, hein, je m'excuse de dire ça, mais c'est important, quand on est une femme, il y a toujours cette possibilité de confusion. Parce qu'on est assise à un bar, et qu'on est toute seule, et qu'on est sur un tabouret, et qu'on a une jupe trop courte, et qu'on fume une cigarette, et puis quelqu'un va... Et qu'on n'a pas encore les cheveux blancs. Et qu'on n'a pas encore les cheveux blancs. Parce que ça n'arrive plus à partir d'un certain âge. Voilà. Et donc, il y a cette idée que, en fait, une femme dans l'espace public est suspecte par nature. Qu'est-ce que c'est une femme publique? Qu'est-ce que c'est un homme public? Elle est impudique. Voilà. C'est bon. l'impudicité. Voilà. Ensuite, alors venons-en aux formes spatiales de distribution du travail du sexe dans les villes. Il y en a plein de sortes. Hein. Il y a la prostitution de rue, qui peut se faire à peu près n'importe où. Il y a la prostitution dans des maisons closes, dans des salons de massage, dans des cabarets, à Genève, dans des bars à champagne, on appelle ça, parce que Genève est un des endroits où la prostitution est tout à fait légale, et donc ça nourrit maintenant qu'elle est difficile en France, un petit tourisme frontalier. Oui, j'ai pas parlé des effets de frontière, justement, ouais. Parce qu'on m'avait fait comprendre que j'avais déjà pris pas mal de temps, mais c'est pas des quartiers rouges, mais les effets de frontière, c'est quelque chose d'important dans la prostitution, hein. Des réglementations différentes entre deux pays voisins. J'ai fait allusion à la Jonquera. Tu fais allusion à Genève, on pourrait dire Bobo la Saumur, non c'est Jojo la Saumur, je ne sais plus, entre la France et la Belgique. Dédé la Saumur, voilà, qui avait le Carlton à Lille, mais qui avait aussi de nombreux établissements à Tournai et de l'autre côté de la frontière. Et il suffit que la législation change pour que les flux s'intensifient ou s'inversent. Le durcissement de la loi sur la prostitution en France a été une très bonne affaire pour les travailleuses du sexe genevoises. Donc prostitution de rue, prostitution en salon de massage ou prostitution aussi dans des espaces virtuels, hein, ça peut se faire par Internet. On va mettre un peu quand même l'accent sur les quartiers réservés. Et c'est vrai, Raymond l'a rappelé, les quartiers réservés, très souvent, ils procèdent d'une législation. C'est-à-dire que, généralement, quand il y a un quartier réservé, c'est-à-dire que quand l'industrie du sexe se concentre dans un quartier et qu'elle est pratiquement interdite dans tout le reste de la ville, enfin, quand elle est inexistante dans tout le reste de la ville, c'est qu'il y a eu une interdiction qui a été faite. Il y a une loi, un règlement urbain qui dit que la prostitution en général est interdite dans la ville, sauf dans ce quartier qui est délimité par un trait. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois aussi il y a des raisons purement économiques au regroupement du travail du sexe. Il y a deux types d'activités économiques. Il y a des activités économiques qui tendent à l'agrégation, qui se mettent les unes à côté des autres, et puis des activités économiques qui tendent à la dispersion. Une activité économique qui tend à la dispersion, c'est les boulangeries, par exemple. Les boulangeries, elles se dispersent dans une ville, et ça n'aurait aucun sens que dans une ville, toutes les boulangeries soient dans la même rue, parce que c'est un service auquel on va quotidiennement, et puis on n'est pas prêt à faire des kilomètres pour avoir un croissant meilleur que celui qui est en bas de chez soi. Et puis il y a d'autres activités qui ont tendance à se concentrer, en revanche, dans l'espace. Un exemple sont les théâtres. Les théâtres ont souvent tendance à se mettre au même endroit. Et puis le travail du sexe, c'est pareil. Le travail du sexe, c'est pas comme à la boulangerie. Hein. Vous vous dites pas « Ah, aujourd'hui, j'aimerais bien aller voir une travailleuse du sexe, je vais aller voir celle qui est en bas de chez moi ». Ce que vous allez faire, c'est vous allez vous rendre dans un endroit où il y en a plusieurs, où vous allez pouvoir choisir avec une ambiance particulière, etc. Donc il y a aussi des raisons purement économiques
qui nécessitent l'agrégation de cette activité. Raymond, tu voulais dire un point ? Eh bien oui, justement, parce que la raison économique, c'est quand même bien justement pour des établissements, parce que ces concentrations, elles sont apparues plutôt dans les régimes réglementaires, où il y a les établissements, et donc le réglementarisme, ça suppose, l'objectif c'est de faire de la rentabilité, donc potentiellement là où va y avoir des consommateurs. Et les quartiers de gare, les quartiers de port correspondent bien à cette image, même si ce n'est pas une législation, ça s'est constitué sur une logique économique. Alors effectivement, souvent les quartiers réservés, il y a à la fois une législation et puis à la fois une localisation. Souvent ce sont des quartiers qui sont près de la demande, près des ports, près des gares, dans des quartiers qui sont très fréquentés, et souvent des quartiers qui sont d'anciens quartiers, de classe moyenne et qui ont été plus ou moins dégradés, plus ou moins abandonnés, qui se sont paupérisés et qui ont été investis à ce moment-là par le commerce du sexe. Très rares sont les quartiers réservés qui ont été construits à cette fin. Vous prenez l'exemple du quartier de De Wallen à Amsterdam, qui est le quartier rouge d'Amsterdam, c'est pas du tout un quartier qui a été construit pour la prostitution, c'est un quartier avec des maisons, et puis on a remplacé les fenêtres par des vitrines, et puis l'espace et les maisons s'adaptent à cette nouvelle fonction. Mais ce n'est pas du tout un quartier qui a été construit pour ça. À la vérité, rarissimes sont les quartiers qui ont été construits pour le travail du sexe. Vous avez parfois des bâtiments construits pour le travail du sexe. Il y a parfois effectivement des maisons closes qui ont été construites pour être des maisons closes, avec un design particulier, une distribution des pièces particulière et un décor particulier. Mais des quartiers entiers, c'est très rare. Il y a un exemple connu au Japon qui s'appelle Yoshiwara, qui est un quartier qui date du XVIIe siècle, reconstruit à plusieurs reprises et qui n'existe plus aujourd'hui, où il y avait des maisons de thé. Vous comprenez à quoi ça faisait allusion par euphémisme. On ne servait pas seulement du thé dans les maisons de thé. Et puis c'est un quartier qu'on trouve représenté dans de nombreuses estampes, notamment de... Enfin bon, peu importe. Et puis il y en a un autre qui... alors on va balayer devant notre porte, qui est un quartier français, qui est le quartier réservé de Casablanca. Sur lequel, donc, un peu de promotion ne nuit pas, nous avons sorti un livre l'année dernière. Et ce quartier de Casablanca s'appelle Bousbir, et donc je vais vous parler quelques instants de ses logiques spatiales et de ses logiques sociales. Les Français ont mis la main sur le Maroc dans les années 1910 et ils ont décidé de faire de Casablanca la capitale économique du Maroc, alors que c'était une toute petite ville assez insignifiante. Ils y ont construit un port, des industries, ils y ont localisé des administrations, des garnisons, arrive la voie chemin de fer et la ville connaît un boom économique. C'est un moment aussi où on réfléchit à l'urbanisme en France. Et donc, on décide de faire de Casablanca non seulement la vitrine de l'Empire, mais le lieu d'expérimentation de l'urbanisme. C'est à Casablanca qu'on invente l'urbanisme moderne. C'est là qu'on va définir le principe du zoning, qu'on va définir le principe de la planification et qu'on va mettre en place les bases d'une certaine hygiène urbaine. Mais bon, Casablanca s'est vite développé, il y a un port, il y a des marins, il y a des soldats, et donc ça ne manque pas, à côté du port, il y a une zone de prostitution. C'est un quartier réservé, mais qui s'est formé spontanément, un peu à cause de la logique économique dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'appelle Bousbir. Et puis, probablement le maréchal Lyautey, désolé de l'accuser, parce qu'il n'y a aucune preuve historique, j'ai rien trouvé dans les archives, mais je suis sûr que c'est lui. Dans les années 1900, dans la fin des années 1910, il se dit, c'est pas possible, ça l'affiche vraiment trop mal que dans cette perle, cette vitrine de l'Empire, on ait ce quartier dégueulasse où il y a en plus de la violence, et il décide de demander à deux grands architectes, Cadet et Brion, les architectes de la mairie en quelque sorte, de lui construire un quartier réservé en périphérie de Casablanca. Et donc une loi, un règlement va être promulgué qui va interdire la prostitution de rue à Casablanca, c'est interdit. Le seul endroit où la prostitution de rue est autorisée, ça va être dans ce quartier de Bousbir que les Français font construire pour les prostituées. Je peux avoir la slide suivante. Et le voici, ce quartier, donc vous le voyez avec une vue aérienne, une carte postale. Donc c'est un quartier que les Français font construire en 1924, 300 mètres sur 300 à peu près, 600 femmes qui y travaillent. Donc ce sont des dizaines de milliers de femmes au total qui ont travaillé à Bousbir pendant que le quartier était actif entre 1923 et 1954. Le quartier est complètement fermé. Et puis une seule porte l'ouvre, vous la voyez en bas à gauche. Le projet, c'était de nettoyer la ville, et donc de dissimuler aussi ce quartier en périphérie, et puis rien ne le signale à l'extérieur, et il faut savoir que c'est là, mais un bus permettait directement d'aller du centre-ville à ce quartier, sans arrêt, pour ne pas mélanger la clientèle avec la population locale. Et c'était une façon de nettoyer la ville d'une triple menace. Une menace qui portait sur l'hygiène. Les clients
principalement de ce quartier, c'était la troupe, et la menace, c'était la syphilis, les maladies vénériennes. Parce qu'évidemment, qui est coupable de transmettre les maladies vénériennes? Ce n'est pas les clients, ce sont les travailleuses du sexe. Et donc, on avait fait construire un dispensaire, qu'on voit en haut à gauche, dans le quartier, qui permettait de surveiller les femmes qu'on avait concentrées dans ce dispensaire et qui, tous les jours, devaient aller voir les gynécologues dans le dispensaire pour se faire examiner de façon à être sûr qu'elles ne portaient pas de maladies contagieuses. Et si c'était le cas, on les enfermait. C'était aussi nettoyer moralement la ville, parce que la prostitution est moralement contagieuse. Hein. Qu'est-ce que vont devenir les jeunes filles si elles voient des prostituées dans la rue? Et c'était aussi risque social et politique, parce que comme le disait Raymond, hein, c'est le banditisme, c'est le trafic, c'est la drogue, etc. Et toute femme qui était arrêtée à se prostituer dans la rue de façon illégale était conduite immédiatement à Bousbir, où elle était enfermée. On ne pouvait en sortir qu'avec l'accord du médecin et avec l'accord du gendarme français qui était à la porte. C'est une prostitution d'État qui montre vraiment l'exercice du biopouvoir à la Foucault poussé vraiment au paroxysme, puisque sont impliqués l'urbaniste, le gendarme, le médecin et le capitaliste, puisque c'est un terrain municipale qui est louée à une entreprise privée qui était construite, une société anonyme, qui a été construite par 3 notables marocains pour exploiter en quelque sorte cette concession publique. Et alors, c'est le petit Foucault illustré, mais c'est aussi le petit Saïd illustré, parce que si ce quartier montre le rationalisme du zoning urbain poussé à un point presque absurde, ce quartier, vous le voyez sur cette slide, était aussi dessiné dans un magnifique style néo-mauresque. Les architectes Cadet et Brion étaient de brillants architectes qui avaient inventé ce style néo-mauresque à la marocaine, où on construisait des bâtiments modernes qui reprenaient un peu le look des bâtiments traditionnels marocains. Et donc, quand vous entrez dans ce quartier, vous avez vraiment l'impression de vous trouver dans une médina, tellement c'est bien fait. Pourquoi? C'était pas pour que les prostituées se sentent à l'aise ou pour que les travailleuses du sexe se sentent chez elles, c'était pour que les clients puissent rêver. Parce qu'il y avait ce fantasme de la mauresque au sein nu, hein, qu'on voyait sur toutes les cartes postales, et notamment celle-ci. Et donc, c'était une sorte de Disneyland pornographique et orientaliste, dans lequel on avait fait un décor, les 1001 nuits, hein, où vous pouviez aller rencontrer Scheherazade. Et évidemment, du coup, comme le lieu est incroyable, magnifique et unique en son genre, hein, c'est le plus grand bordel à ciel ouvert du monde, le lieu est immédiatement devenu une attraction touristique. Et qui était bien attrapé? C'est l'administration française, parce que le but du jeu, c'était de cacher la prostitution un peu loin de la ville et juste pour la troupe. Résultat des courses, 3 ans après, toutes les personnes qui arrivent à Casablanca se précipitent pour voir le truc le plus intéressant, le plus extraordinaire à voir à Casablanca, c'est-à-dire Bousbir, qui est dans tous les guides de voyage. Et le lieu devient non seulement un lieu de prostitution coloniale, mais également un lieu de tourisme sexuel. Et il y avait non seulement les travailleuses du sexe qui vivaient là, mais il y avait aussi des cinémas, des boutiques, des restaurants. C'était un véritable sex resort qui était donc fermé en 1954. Je vais arrêter là parce qu'on veut laisser de la place pour les questions et tu as encore à parler de ton cas d'étude. On devait encore parler toutes les deux. Non, mais moi je peux faire juste ajouter quelques compléments sur effectivement cette gestion des lieux et les mobilisations qui se sont faites par rapport à ces espaces urbains de prostitution. Il a été dit tout à l'heure que c'était souvent, tu l'as dit Jean-François, des quartiers urbains en conversion en quelque sorte. Hein. Il y a un moment, ils n'ont pas été pensés pour ça, mais il y a un moment, soit les quartiers portuaires, soit les quartiers de gare, soit des quartiers péricentraux. Moi, je viens de Rennes et on a eu ça dans les années 1990-2000. Finalement, avec l'arrivée du TGV et la transformation du quartier de la gare, quelques rues autour de la gare qui avaient été investies par la prostitution et notamment des prostituées venant d'Afrique et prises dans des réseaux et elles tournaient régulièrement. Il y a eu des oppositions, bien sûr relevant du registre moral, comme je l'ai pensé tout à l'heure, mais derrière ces condamnations morales au nom de protéger nos femmes et protéger nos enfants, il y a eu surtout des mobilisations, des architectes, urbanistes, agents immobiliers qui étaient en train de procéder
à un changement de population du quartier. Bref, pour le dire d'un simple mot géographique, c'était un quartier qui était à la fin d'un cycle urbain et au début d'un autre. Ça s'appelle la gentrification. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va voyager un petit peu et on va partir à Cusco, dans les Andes. Donc moi, j'ai travaillé sur les séducteurs professionnels de touristes au Pérou qu'on appelle bricheros. Alors ça viendrait, il y a plusieurs hypothèses, mais ça viendrait de bridge en anglais. Ce sont les jeunes hommes qui font le pont entre le Pérou et l'Occident et qui cherchent à séduire des touristes, des jeunes femmes blanches des pays du Nord pour initialement avoir des papiers. Mais aujourd'hui, c'est une pratique quotidienne. Ce sont des jeunes hommes qui gagnent leur vie en enchaînant les conquêtes et en se faisant entretenir. La spécificité de cette pratique, c'est que les touristes qui partent au Pérou n'ont pas d'imaginaire exotique sexualisé. C'est-à-dire, contrairement à d'autres pays, par exemple, contrairement à la Jamaïque, la République dominicaine, Cuba ou au Sénégal ou Zanzibar, où les Beach Boys, qu'on appelle, ont été beaucoup étudiés aussi. Les touristes au Pérou ne partent pas avec un imaginaire sexualisé. Et donc, si je peux juste faire un point de définition là-dessus, ça veut dire qu'au sens strict, ce ne sont pas des touristes sexuels, parce que la définition officielle du tourisme sexuel, c'est quelqu'un qui voyage à l'étranger pour y avoir des rapports sexuels tarifés. Donc, si vous voyagez à Bangkok et que vous vouliez faire autre chose et que sur place, vous avez recours au service d'une prostituée, vous n'êtes pas un touriste sexuel parce que c'est pas pour ça que vous étiez parti. Alors, évidemment, pour la travailleuse du sexe, cette distinction est un peu jésuite, si je peux dire, parce que quand vous avez un client qui vient de France ou d'Angleterre, qu'il soit venu pour ça ou pas, peu importe. Donc là, on bute sur une des limites de la définition du tourisme sexuel. Exactement. Et du coup, cette absence d'imaginaire sexualisé est absolument conscient chez ces jeunes hommes, chez ces bricheros. Et du coup, leur métier consiste à mettre en scène l'imaginaire exotique attendu, c'est-à-dire l'imaginaire lié au mystique, l'imaginaire lié au chamanisme, l'imaginaire lié aux Incas. Donc, ils vont mettre en scène leur corps dans l'espace pour produire un corps et des récits à la mesure de l'imaginaire attendu par les touristes. Et une fois que cette mise en scène de l'exotisme lié au chamanisme et au mystique est réalisée, les touristes sont fascinés et ensuite il s'agit d'érotiser cet imaginaire donc ça s'est passé à Cusco. Ça se passe à Cusco. Voilà, merci. Alors petit passage avant de parler de l'érotisation de cet imaginaire. Les groupes de bricheros, de chasseurs, de touristes que j'ai étudiés, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai étudié un en particulier qui s'appelle le groupe des Waiki, qui sont semi-nomades et qui se déplacent en suivant les touristes de ville en ville selon les saisons climatique et touristique. Donc j'ai fait mon terrain dans 4 villes différentes et puis vous pouvez voir très rapidement comment ils se déplacent. Ils vivent ensemble, donc on peut parler de communauté, ils se connaissent tous. Il y a des novices, il y a des maîtres qui transmettent des savoirs, il y en a des beaucoup plus respectés que d'autres et respectés dans leur expertise. Et en quoi consiste cette expertise ? L'expertise des bricheros consiste à séduire les touristes et gagner de l'argent et sans jamais montrer qu'ils sont en train de travailler, car les touristes ne sont pas au courant qu'elles sont en train de participer à une transaction économique. Le travail de ces jeunes hommes, c'est de faire tomber amoureuses les touristes, de les fasciner, et ensuite de faire naître le don sans jamais expliciter cette négociation. Donc ça, c'est tout leur travail, est de ne jamais montrer qu'ils sont en train de travailler. Donc c'est un travail de l'intime. Ils vont mettre en scène l'exotisme et ensuite l'érotiser et ensuite utiliser toute une sorte de discours pour faire naître le don. Et une des stratégies, donc pour parler de l'espace,
c'est que ces bricheros waiki néo-indiens, comme on peut dire, utilisent beaucoup l'espace et notamment les sites archéologiques pour mettre en scène leur corps. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène de l'exotisme incarné dans le corps, c'est-à-dire dans les tatouages, dans les bijoux, dans la parure, et cette parure et ce corps est mis en scène dans les sites archéologiques. Donc les sites autour, par exemple, de la ville de Cusco, il y a de nombreuses ruines, comme dans le village de Pisac, où les séducteurs de touristes vont amener les touristes pour raconter des histoires que j'appelle la mythologie brichera pachamamiste, où ils vont parler des mythes attendus par les touristes qui vont les fasciner, et ils vont injecter de l'érotisme là-dedans. Ils vont érotiser la mythologie pachamamiste qui vient de Pachamama, c'est la terre-mère, c'est ce que les touristes attendent de voir au Pérou, et ces chasseurs de touristes vont érotiser cet imaginaire, érotiser ces lieux, ils vont utiliser l'espace et les lieux et les sites archéologiques pour produire un érotisme et donc fusionner l'imaginaire ancestral et l'érotisme pour ensuite le marchandiser. Par exemple, je voulais vous présenter un petit extrait d'entretien pour voir à quel point ces bricheros, ces séducteurs, utilisent le terroir pour séduire et pour se mettre en scène. Donc là, il y a un très grand bricheros reconnu par toute la communauté des bricheros qui s'appelle Black, qui est très connu car il s'est marié avec six touristes de 6 nationalités différentes avec lesquels il a eu 6 enfants différents et il s'en revendique et c'est pour ça qu'il a une très grande réputation qui le précède. Et Black est en train de discuter avec un ancien brichero et en train de critiquer les nouvelles générations de bricheros. Donc il dit ta génération, ces vieux bricheros qui maintenant sont tous en Europe, ces mecs-là, quoi qu'on en dise, ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Mais attends, c'était pas facile, hein, on devait étudier pour pouvoir être à la hauteur, et maintenant n'importe quel petit con débarque et peut se faire passer pour un brichero. Vous étiez musicien, poète, peintre, c'était des gens vraiment géniaux. Et il voulait démontrer que nous, les gens d'ici, étaient respectueux, qu'ils étaient cultivés. Il y avait de la fierté cultivée, bien sûr. Ce n'est pas n'importe quel arriviste. Il s'investissait, il voulait faire connaître un spécimen différent de valoriser le terroir. Et en fait, le terroir, moi, j'ai traduit le mot quechua qu'il a utilisé, qui est yacta. C'est un terme quechua qu'il a utilisé, que j'ai traduit par terroir, mais ça veut aussi dire territoire. C'est-à-dire que les bricheros, les séducteurs de touristes, en tout cas les anciens de la première génération, mettent en scène à la fois le terroir et le territoire dans leur corps, en utilisant l'espace pour fasciner, érotiser, et ensuite tout un ensemble de stratégies vont se développer pour faire naître le don. Je n'ai malheureusement pas beaucoup plus de temps pour continuer. On pourra ensuite poser des questions. J'avais d'autres petites... Voilà, c'est pour vous dire que la terre des Incas est racontée dans une mythologie pachamamiste, une mythologie néo-indienne, incarnée dans les corps et dans des objets, qui la transforme en sexscape. Donc un sexscape désigne un espace marqué par les échanges de services sexuels, ces derniers étant traversés par des inégalités de genre, de classe et de race. Donc s'il n'y a pas d'imaginaire exotique, le travail de ces hommes et la mise en scène de l'exotisme fait qu'ils arrivent finalement à transformer la terre des Incas en sexscape. Voilà, pour finir. Et on peut maintenant peut-être passer aux questions. Oui, je voudrais juste ajouter un élément qui est que, comme tu nous ramènes vers les quartiers centraux, il y a un point qu'on n'a pas abordé, parce que on a fait des raccourcis, on a un peu improvisé par moment par rapport à ce qu'on avait prévu, qui est qu'on n'a pas abordé la question des différenciations, en quelque sorte l'introduction des rapports sociaux de classe au sein de ces mondes prostitutionnels. Et j'ai parlé de la gentrification, j'ai parlé tout à l'heure de Dodo la Saumur et du Carlton à Lille, célèbre voilà, pour les liens avec Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Mais effectivement, avec toutes ces réglementations, ces évolutions, les lieux de fréquentation touristique, on a des hiérarchisations entre les lieux où se pratique le travail du sexe, pas seulement la prostitution. Il y a les hôtels à Champagne, comme tu disais, où ce ne sont pas des prostituées mais des escortes.
Et puis, il y a les camions aux sorties des villes, près des casernes militaires, en bordure d'autoroutes. Et il n'y a plus forcément ces rues où, effectivement, on faisait du racolage passif, mais où on était, d'une certaine manière, dans l'autoprotection entre femmes. On se surveillait d'une certaine manière, et quand on trouvait que la passe durait un peu trop longue, on s'inquiétait pour la camarade qui était partie depuis un certain temps. Ok, merci. Peut-être c'est le moment de passer aux questions, et puis on reviendra sur ces points s'il n'y a pas de questions, mais c'est peu probable. Donc maintenant c'est à vous de prendre la parole. On est là pour entendre vos remarques, pour tenter de répondre à vos questions, et je crois qu'il y a un micro qui peut se promener dans la salle, donc n'hésitez pas à lever le doigt si vous avez une question ou une remarque. Ouais, là ça marche. C'était pour savoir, c'est qu'aujourd'hui le numérique, ça a pu développer certaines formes de développement numérique d'Internet. Ça a pu aussi un peu développer des nouvelles manières de proposer les offres sexuelles. Et est-ce que ce développement, ça a eu un impact sur la visibilité des espaces qui n'étaient pas numériques, les espaces matériels, sur l'offre ou leur perception Je vais vous donner un exemple. À Genève, d'une application qui a été créée avec l'aide d'une association, une association d'aide ou d'appui aux travailleuses du sexe, et qui permet aux travailleuses du sexe qui l'ont téléchargée sur leur iPhone de s'avertir les unes les autres quand il y a un problème. C'est-à-dire que quand elles ont repéré un client qui est louche, ce que disait Raymond tout à l'heure, quand quelqu'un est parti depuis trop longtemps. Donc il y a ces outils qui servent. Et c'est pas à ça qu'on pense d'abord quand on pense au numérique, mais c'est que le numérique est vraiment un outil de travail maintenant pour ces travailleuses du sexe, et spécialement celles qui sont dans la rue et qui sont le plus susceptibles d'être l'objet de violence. Mais là où ça a tout changé, en fait, c'est deux choses. C'est d'une part le peer-to-peer, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de rencontre directe de l'offre et de la demande prostitutionnelle en dehors de toute structure, sans passer par l'espace public, si c'est un espace public virtuel, et sans passer par des maisons closes. Alors c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de proxénètes, mais c'est aussi un danger, parce que ça veut dire que là où va s'opérer la rencontre, eh bien, personne ne le voit. Et la travailleuse du sexe et son client sont seuls. Et donc il y a beaucoup de méfiance aussi par rapport à ça, parce que c'est une activité qui devient effectivement plus risquée. Par ailleurs, les maisons closes genevoises que je connais ont mis leur offre sur Internet. Et donc ça, c'est aussi un grand changement, c'est que vous avez une sorte de transparence du marché où tous ces salons de massage vous montrent quelles sont les femmes qui sont disponibles ou les filles qui sont disponibles, et puis à quel tarif elles offrent quel type de prestations. Et sur le monde du tourisme sexuel aussi, ça a changé beaucoup de choses parce que cette offre, effectivement, elle est disponible maintenant sur Internet. Vous vouliez répondre aussi à la question ? Non, j'aurais dit à peu près ce que tu as dit, peut-être pas en prenant l'exemple de Genève, mais en disant bien que, effectivement, les activités, les outils dont on dispose aujourd'hui, depuis le Minitel jusqu'au smartphone et à leurs applications d'aujourd'hui, l'évolution des outils a fait que la rencontre entre l'offre et la demande a évolué, a pris des formes différentes. Effectivement, peut-être dans une moins grande visibilité dans l'espace public. Il y a eu, je pense à Londres, à une époque, les lieux d'affichage des services que l'on pouvait vendre, c'était les cabines téléphoniques. Et alors, il y avait des petites cartes là de visite qui ressemblaient, c'était à l'époque où il y avait le Pokémon pour les enfants. Et donc, les gamins récupéraient ça comme s'ils avaient joué au Pokémon, ce qui fait que ça a été très mal vu. Et du coup, la conséquence, ça a été de déplacer les cabines téléphoniques loin de ces petites têtes blondes qui ne sauraient voir ce genre de choses. Mais il y a bien sûr une très grande adaptation à l'évolution des outils, y compris pour en faire des moyens de protection des prostituées. Et même une virtualisation des rencontres. C'est-à-dire le service sexuel peut aussi être rendu virtuellement et à distance, ce qui change aussi radicalement la donne.
En tout cas, enfin, moi, de mon côté, le Covid ayant stoppé tout tourisme au Pérou, tous ces jeunes hommes se sont retrouvés sans emploi. Et du coup, j'ai vu une très forte augmentation de leur recherche de compagnes sur les réseaux sociaux, très récemment, puisqu'il n'y a plus aucune touriste qui a été au Pérou depuis le début du Covid. Ce qui renforce l'idée de vulnérabilité, en fait, des travailleurs du sexe, d'où l'enjeu de la reconnaissance du statut et du droit à la protection sociale et au chômage. Je dis ça pendant que le micro arrive juste à vous, c'est pas pour continuer à répondre, pour que vous n'ayez pas la parole. Bonjour, j'avais une petite question sur, dans les pays où la prostitution est réglementée et légalisée, par exemple la Belgique ou les Pays-Bas, quelle est la place de l'institution, notamment des collectivités, des communes? Est-ce qu'elles contrôlent par exemple les loyers des endroits qui sont utilisés pour accueillir les travailleurs du sexe? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises à disposition par les pouvoirs publics dans ces villes et dans ces territoires? Moi, ce que j'ai vu et lu, c'est les deux à la fois, c'est que, bien sûr, alors ça dépend des systèmes politico-administratifs, je n'ai pas étudié sur les Pays-Bas, mais en Belgique, oui, alors le contrôle des loyers, oui, surtout, c'est la mise en place de services qui vont souvent être associés à la prostitution. La prostitution, souvent, pourrait être vécue par les personnes. Alors, ça reviendra à la question de est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est subi, mais souvent associé à la consommation de drogue. Et donc, bien souvent, dans les quartiers, les municipalités vont agir pour installer, je suis en train de chercher le nom, non pas de salles de shoot, mais au contraire, de salles où on va favoriser la prise de substituts aux drogues dures. Et dans l'exemple de Genève, où la prostitution est donc tout à fait légale, alors une politique des loyers à Genève, alors c'est impensable, parce que c'est un monde libéral, ben oui. Donc non. Mais en revanche, il y a une grande attention de la ville de Genève à la condition des travailleuses du sexe, et donc il y a beaucoup d'argent qui est investi dans les associations, dans l'appui, dans l'aide, dans la prévention, etc. Donc la municipalité, qui est de gauche, est très attentive à la condition des travailleurs et des travailleuses du sexe, mais pas par des mesures de ce type-là. C'est vraiment le service associé, en quelque sorte. Donc la réponse à des besoins, y compris par rapport à ce que j'exprimais, mais c'est aussi par rapport à la santé. Oui, bonjour. Je voulais savoir quels sont les impacts de la dernière réglementation punitive contre les clients en France. Est-ce qu'il y a une évaluation de cette loi? Outre ce que vous avez dit, le fait que effectivement, ça peut isoler encore les femmes et repousser la prostitution dans des lieux encore plus désertiques, si je puis dire. Alors, je ne travaille plus vraiment sur ces questions, notamment parce que je suis en retraite, que je fais autre chose que de la recherche, mais quand même, je suis la question par intérêt. J'ai pas vu d'évaluation en tant que telle. Ce qu'on peut ressentir, c'est bien le fait que, quand même, toute réglementation, toute contrainte tente à renvoyer vers des confins, des interstices, peut-être des camions plus individuels quand on est dans le bas de la hiérarchie du monde prostitutionnel ou sur les aires d'autoroute, parce que là, on va pas, c'est plus difficile à contrôler en quelque sorte. Le client qui descend de son camion pour consommer, il est plus difficile à arrêter que le client qui va venir dans une rue où on sait qu'il se passe des choses en matière de prostitution. Donc, si on considère que c'est une nécessité qui répond à des besoins, il faut toujours que cette nécessité soit possible, et si elle ne peut pas être visible, elle se cache. On n'entend jamais la voix des travailleurs du sexe. C'est toujours des gens qui parlent à leur place. C'est des associations. C'est vous aussi qui nous dites ce que vous avez noté. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne les entend pas d'après vous?
Moi, j'ai participé à un colloque où effectivement il y avait eu un échange entre des militants. Alors, j'en ai pas parlé du STRAS, hein, le mouvement social qui revendique la reconnaissance du statut de travailleurs du sexe, et des traditionnels. Et les traditionnels disant oui, mais le SRAS c'est surtout des hommes, etc. On est toujours dans le rapport de domination. Donc, effectivement, ici c'est pas la parole, mais ça aurait été intéressant. Effectivement, hein, vous avez raison, mais on peut pas non plus être dans la catégorie et dire c'est jamais des travailleurs du sexe. Ça dépend. Mais c'est plutôt dans ce cas-là dans des échanges qui vont être organisés par des municipalités ou des acteurs politiques, des acteurs associatifs. Effectivement, moi, l'expérience que je donne, c'était dans des échanges, des débats organisés qui associaient aussi des chercheurs et des associations par une mairie de quartier de Paris. J'abonde dans le même sens. Hein. J'ai en tête 2 colloques auxquels j'ai participé ou que j'ai organisé, où il y a des travailleuses du sexe qui sont intervenues. À Genève également, on a fait soutenir une thèse sur le travail du sexe à Genève, et qui était rédigée par une travailleuse du sexe, hein, qui se revendiquait comme telle. Donc ça leur arrive de prendre la parole. Mais c'est vrai que souvent, elles ne le font pas parce qu'elles n'en ont pas envie. C'est-à-dire que quel est l'intérêt pour une travailleuse du sexe de venir ici prendre la parole et puis vous expliquer son métier ? Pas forcément, il faut vraiment des raisons sérieuses pour qu'elle le fasse. Donc ça va être des hommes ou des femmes qui sont très engagés dans des associations, mais par ailleurs, c'est un travail qui est très lourd, et donc le temps que ça leur prend, c'est un temps aussi qui est pris sur le travail. Et ça fait par exemple que quand on mène des enquêtes auprès des travailleurs du sexe, une des pratiques consiste à les rétribuer au moment des enquêtes, parce que le temps qu'elles nous consacrent, c'est du temps qu'elles ne consacrent pas à autre chose. Et la pression des travailleurs sociaux, des administrations et des chercheurs sur les travailleurs du sexe est assez importante aussi. Et donc il y a aussi un moment où juste ça va comme ça. Et c'est pas non plus évident, hein, quand vous êtes travailleur ou travailleuse du sexe, de prendre la parole en public devant tout le monde et de témoigner sur son métier, d'autant plus que ça peut être l'objet d'une sorte de curiosité un peu malsaine à laquelle vous n'avez pas forcément envie de répondre. Mais là où vous avez raison, et là où il y a un problème, effectivement, c'est que on parle un peu à la place de quelqu'un. Mais quand quelqu'un vient vous faire, je sais pas, je suis spécialiste de la géographie des Inuits, et puis je vous fais une conférence sur les Inuits, vous pourriez me dire, bah oui, pourquoi c'est pas un Inuit qui parle? C'est un peu le même problème au fond. Oui, vous avez interrompu votre exposé en fait un instant, et j'aurais voulu avoir la suite des Bricheros. Je trouvais ça intéressant de savoir comment est-ce qu'ils gèrent donc la relation financière qui intervient ensuite. Oui, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Alors, en fait, il y a tout un ensemble de discours et de stratégies. En fait, les Bricheros sont un peu des sociologues, c'est-à-dire qu'ils savent très bien à qui ils ont affaire et comment lever les bons leviers. En fait, leur travail, c'est de gagner de l'argent en négociant leur sexualité sans jamais être catégorisées en tant que prostituées et sans jamais que les femmes touristes se sentent clientes, en fait. Puisque ce sont des hommes qui se réindianisent et qui gagnent de l'argent en vivant avec des femmes. Donc c'est une triple transgression au Pérou, c'est-à-dire des hommes qui gagnent leur vie en ne travaillant pas, en se réindianisant et en gagnant de l'argent sur le dos de leur compagne. C'est vraiment une triple transgression. Donc moi, tout ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment ces hommes ne perdent pas leur virilité, gagnent leur vie, et comment la pratique se reproduit tout en étant extrêmement transgressif à plein de niveaux différents au cœur de la société péruvienne. Et du coup, ils vont utiliser des stratégies extrêmement fines pour... en fait, ils agissent sur les rapports sociaux qui traversent leurs relations
pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils savent, par exemple, très bien que les femmes touristes à qui ils ont affaire ont tendance à culpabiliser de leur présence au Pérou, en tout cas de leur présence en tant que dominante. Cette situation de dominante que les touristes vont revêtir une fois arrivés au Pérou va être une situation vécue comme assez illégitime. Et donc eux vont beaucoup jouer sur ce sentiment d'illégitimité des femmes qui, à un moment ou à un autre, deviennent dominantes économiquement, culturellement, socialement. Elles sont blanches, etc., etc. Donc elles sont dotées très rapidement de beaucoup de capital symbolique, social, économique. Et les bricheros savent qu'elles sont très mal à l'aise avec ça, en fait. Et du coup, ils vont jouer avec ce sentiment de culpabilité et ils vont faire naître le don en activant tout un ensemble de discours liés au militantisme, à la colonisation. Ils vont parfois parler valoriser ou critiquer la colonisation selon les situations et ils vont en fait faire se sentir mal les femmes qui vont, pour essayer de compenser ce malaise, donner quelque chose, pour dire « moi, je ne suis pas une touriste de masse néocoloniale, etc. » Et donc, le don d'argent va essayer de compenser ce sentiment de gêne. Donc, ils vont utiliser tout un tas de discours et stratégies différentes en fonction de la personne à qui ils s'adressent. C'est-à-dire que ça va être très différent en fonction de la touriste. Ils savent adapter leur discours, adapter leur stratégie. Mais ça va être une stratégie pour faire naître le don avec beaucoup de discours, et de discours liés à la culture, liés aux mythologies, liés au militantisme, liés au capitalisme, etc. Alors que les femmes péruviennes, parce qu'il y a des femmes péruviennes qui sont des bricheras, elles vont avoir des stratégies pour faire naître le don qui ne vont jamais passer par le discours, puisque en fait, une femme péruvienne qui va séduire un touriste pour gagner de l'argent, c'est quelque chose de beaucoup plus conforme à l'hétérosexualité et à l'hétéronormativité, et surtout dans un contexte d'espace social touristique comme ça. Donc il n'y a pas besoin de passer par des stratégies discursives pour qu'un homme touriste donne de l'argent à une femme péruvienne ou lui fasse des cadeaux. Donc les bricheras péruviennes vont avoir des stratégies qui passent par le corps, avec une séduction de peu de mots et dans des espaces très différents. C'est-à-dire que les Péruviennes qui séduisent les touristes ne vont pas aller dans les sites archéologiques, ne vont pas parler de l'Empire Inca, ne vont pas parler de Che Guevara. Elles vont danser sur du reggaeton en discothèque ou proposer des massages. Donc ça va être dans des espaces clos et ça va être des séductions de peu de discours. Donc la mise en scène du corps et les stratégies de séduction dans les échanges économico-sexuels vont vraiment dépendre des capacités d'agir des individus qui ne sont pas du tout les mêmes si on est un homme dans la société péruvienne face à une femme de classe moyenne blanche européenne ou si on est une femme péruvienne face à un homme touriste blanc. Donc voilà. J'ai envie de te poser une question. Quand le don de la femme touriste va jusqu'au mariage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire, l'homme? Alors, c'est une très bonne question. En fait, je me suis rendu compte que c'est dans la comparaison, cette fois-ci, entre les femmes bricheras et les hommes bricheros que le mariage est une étape très différente. C'est-à-dire que pour les hommes bricheros, les relations vont être très bénéfiques sur le court et le moyen terme. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un retour sur investissement après quelques jours, après une relation moyen terme. Peut-être ils vont aller jusqu'au mariage, mais en fait, une fois qu'ils s'établissent dans le mariage et que la relation commence à perdurer, ils vont commencer à perdre certains avantages, puisqu'ils vont devoir s'investir dans des tâches domestiques, etc., etc. Donc, ils me disent souvent que les touristes, c'est bien pour gagner de l'argent parce qu'elles payent l'addition, elles payent les nuits d'hôtel, etc. Mais le jour où je me marierai avec une péruvienne, qui, elle, sera une bonne épouse domestique. Alors que les femmes bricheras, elles, comme les contraintes qui pèsent sur elles sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus lourdes, le mariage avec un homme touriste pourrait être plus profitable sur le long terme que pour un homme bricheros. Mais quand tu citais tout à l'heure l'exemple de ta star bricheros qui a eu 6 épouses, j'imagine c'est successivement. Donc ça veut dire 6 divorces aussi. Tout à fait.
Ok. D'autres questions dans la salle? Moi j'ai une question aussi sur les bricheros. Vous disiez tout à l'heure que vous vous confondiez avec votre objet, parce que vous êtes une femme occidentale blanche. Qu'est-ce que c'est la porte d'entrée vers le terrain? Comment on fait parler les bricheros quand justement on est une jeune femme à qui ils cherchent à dissimuler leur travail? Alors, en fait, avant de commencer mon premier terrain d'enquête, j'avais déjà vécu 2 ans au Pérou. Et en fait, donc c'est une pratique qui est complètement invisible pour les femmes comme moi là-bas. Donc, après une année passée au Pérou, je n'avais jamais entendu parler des bricheros. Et j'avais des amis. Et au bout d'1 an et quelques mois, j'ai appris que tous mes amis étaient bricheros. Sauf qu'ils ne me l'avaient jamais dit. Mais une fois qu'on a eu une amitié suffisamment sincère, et qu'on est devenus hermanos, enfin, on va dire que vraiment, j'ai changé de statut à leurs yeux. De gringa, je suis passée à brother, si vous voulez, à frère. Et donc, à partir de ce moment-là, là, ils ont commencé à me parler de leur stratégie. Et il s'avère que parmi mes amis de grande confiance, il y avait, enfin, c'est lui qui me dit, je suis le meilleur brichero de ma génération, qui n'est pas le même que celui qui s'est marié 6 fois, mais un autre, et qui était très respecté. Et du coup, comme j'avais vraiment partagé une amitié sincère avec lui, et que, en fait, à force d'être avec lui, j'ai compris la logique qui organisait ce groupe d'hommes. J'ai compris les blagues, l'humour, la façon de parler, le jargon, les jeux de mots, tout un tas de choses qui font que il m'a permis d'entrer dans ce milieu-là, parce que déjà je le connaissais, du coup j'étais respectée parce que j'étais l'amie de cet homme-là, et que grâce à lui, j'ai pu imiter et comprendre les secrets en fait qu'ils partagent entre hommes. Et du coup, j'ai changé de statut à leurs yeux. De gringa, j'ai changé de statut, je suis passée à frère ou ami ou complice. Mais je ne peux pas dire que je ne me suis jamais départie de mon statut de gringa, parce que malgré tout, même s'il me considérait comme un ami, comme un frère, je n'ai jamais pu enlever ma peau blanche, je n'ai jamais pu enlever le fait que j'étais une femme, et donc du coup, j'ai navigué entre différents rôles, et voilà, ça a évolué en fonction des différentes rencontres aussi. Merci. Une autre question ? Ok, qui veut répondre? Moi je peux. Ok, alors effectivement on était dans un modèle qui était très hétéronormé, où c'était des hommes qui allaient voir des femmes, l'homme était le touriste et la femme était la cliente. Il arrive aussi que le travailleur du sexe soit un homme. Et très généralement, quand le travailleur du sexe est un homme, en Europe, aux États-Unis, ça veut dire que le client va être un homme aussi. Donc l'énorme majorité de la prostitution masculine est destinée à des clients qui sont des hommes. C'est une prostitution qui est homosexuelle. Dans le cadre du tourisme international, comme vous l'avez vu, c'est une autre affaire. Mais l'idée qu'il y a des hommes qui se prostituent à destination de femmes dans les pays développés, c'est presque un fantasme. Ça, c'est un marché qui n'existe pas. Je reprends l'exemple de Madame Lisa qui possède un salon, le plus gros des salons de massage à Genève. Je lui avais posé la question, elle m'a dit j'ai essayé, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que j'avais vraiment des très bons travailleurs du sexe, mais c'est impossible. C'est impossible pourquoi? Parce que dans les représentations qui prévalent, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc le client, grosso modo, le client c'est toujours un homme. Voilà. Et il y a des destinations qui sont des destinations privilégiées pour le tourisme sexuel international, mais il faut distinguer 2 choses. Il y a d'une part des destinations où ce sont des touristes, souvent occidentaux, homosexuels, qui vont se retrouver dans des lieux qui sont gay-friendly. Par exemple, les touristes vont aller pour le carnaval à Sydney, pour la Gay Pride à San Francisco, ou vont aller dans des lieux qui sont réputés comme gay-friendly, c'est-à-dire Mykonos, ou Berlin, ou Paris, et puis les modes changent un petit peu. Et puis il y a d'autres situations où ce sont des touristes, des hommes, qui vont chercher sur place des partenaires sexuels, dans l'optique du tourisme sexuel classique, ou aussi parce qu'ils veulent fuir un pays où sévit l'homophobie,
ou un pays où ils sont dans le placard, où ils ne peuvent pas afficher leur homosexualité. Et donc il y a eu comme ça une sorte de grande migration estivale en Europe au XIXe siècle, des bourgeois ou des aristocrates homosexuels vers le sud de l'Europe, notamment en Italie, sud de l'Italie, mais également au Maroc, pour aller chercher des partenaires sexuels sur place, dans une société qui était considérée à tort ou à raison comme plus tolérante, non par rapport à l'homosexualité, mais par rapport à cette forme-là de rapport sexuel. Et donc ça existe toujours, hein, bien sûr, il y a toujours des destinations qui sont connues en la matière, il y a des croisières qui sont destinées au tourisme gay, mais on a un problème pour le qualifier, parce que quand on parle de tourisme sexuel homosexuel, vous vous rendez compte qu'on entend le mot sexuel 2 fois. Et donc, à partir du moment où on va déjà catégoriser la communauté gay par sa sexualité, on a du mal à penser qu'il puisse avoir un tourisme homosexuel qui ne soit pas sexuel, au fond. Donc, il y a un petit problème ici de définition. En revanche, je n'ai lu aucune littérature, jamais le moindre papier sur le tourisme lesbien. Donc, soit ça n'existe pas, soit personne n'a travaillé dessus pour le moment. Donc, quand on parle de tourisme sexuel homosexuel, c'est toujours des hommes qu'il s'agit. Certains tolèrent des touristes sexuels, une certaine clientèle. Je vais parler des personnes handicapées. Il faudrait peut-être que monsieur ait un micro. Attendez, on va vous donner un micro parce qu'on ne vous entend pas. Je veux dire, certains pays tolèrent la pratique de la clientèle sexuelle vis-à-vis des personnes handicapées. Or, certains pays ne le tolèrent pas du tout. Alors, comment expliquer cela ? Alors, c'était sous-entendu dans mon propos tout à l'heure, effectivement par rapport aux réglementations. Alors, la réponse que je fais, effectivement, c'est que dans ce cas-là, on ne va pas forcément parler de prostitution. On va qualifier les choses différemment. Moi, j'ai parlé des services rendus parce que ça va s'inscrire d'une certaine manière dans la pratique habituellement féminine, du care, du service rendu à la personne. Donc, quand on est dans un régime plutôt abolitionniste, je pense que là c'est parfaitement toléré, alors que dans les autres régimes, quand on est sur une logique de condamnation de la prostitution, cette dimension-là ne va pas être reconnue. Quand on est dans la prohibition, par exemple, évidemment, ni celle-là, ni une autre forme de prostitution n'est acceptée. Dans le réglementarisme, c'est un peu intermédiaire, mais ça fait partie des formes de prostitution qui sont effectivement souvent plus admises que d'autres. Je ne sais pas si on peut en dire plus, mais c'est vraiment... souvent, on emploie d'autres mots. En tout cas, en Suisse, c'est remboursé par la Sécu. Ben voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que là, ça s'inscrit clairement dans le CARE quand c'est remboursé par la Sécu. Donc, je suis désolé, mais on est obligé d'interrompre notre table ronde parce qu'elle déborde un petit peu, et puis il y en a une, je crois, ensuite. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci pour vos questions. Merci pour votre attention.